Bonjour, Epson LS12000B, troisième épisode. Après l'unboxing et la mise en œuvre chez Nicolas DTS-Man, on va aujourd'hui un peu plus rentrer dans le détail des menus. Maintenant que Nicolas a bientôt fini ses tests, je pense qu'il sera plus à même de nous détailler le déroulé. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc voici, on va faire un passage grosse maille, on va dire, des différents menus et sous-menus de l'Epson LS12000. Alors, c'est un menu qui se décompose en deux parties. Sur la gauche, en fait, on a les principaux items qu'on retrouve un peu partout chez tous les vidéoprojecteurs. Il y a un item qui est peu courant, en fait, c'est intitulé éléments les fréquemment utilisés. En fait, c'est tous les derniers réglages dans lesquels on s'est baladé, le vidéoprojecteur s'en souvient. Alors, il ne les met pas tous, mais on va dire les principaux. On voit par exemple en dernier, j'ai touché à la puissance lumineuse, donc ça arrive, en tête de liste. Mais le plus intéressant, ça va être surtout les menus suivants. Donc image qui est le principal, c'est un classique dans lequel on peut choisir déjà une mémoire pré-réglée par Epson. Donc il y a tout un choix à disposition, naturel, cinéma, cinéma lumineux, vif, dynamique, tous offrent une image un peu différente, mais l'utilisateur peut les retoucher chacune d'elles. Là, je me suis volontairement mis sur la position naturelle qui, on verra la mesure dans le compte rendu, est celle qui offre on va dire les couleurs les plus proches de la norme Rec 709. Mais rien n'empêche, par exemple, d'utiliser d'autres mémoires pour l'adapter à ses besoins. On retrouve les classiques réglages luminosité, contraste, les couleurs, les nuances. En général, on touche très peu à ces réglages-là parce qu'ils sont assez bons. On a aussi à disposition un réglage de netteté sur 3 curseurs qui viendra s'additionner, on verra plus tard, à d'autres réglages de netteté qui nommés super résolution. Donc c'est assez fourni. Un réglage de balance de blanc, très classique et indispensable sur tous les vidéoprojecteurs. On peut présélectionner ici une balance de blanc, donc là, en général, on va viser 6500 Kelvin, et à la mesure, on se trouve souvent obligé d'y retoucher manuellement, donc on va dans personnaliser, et là, on voit, j'ai dû toucher à quelques valeurs, très peu en fait, puisque on verra aussi dans le compte rendu que en quelques réglages, on obtient déjà une température assez correcte, 6500 Kelvin. Donc on voit l'offset de chaque primaire et puis le gain. On peut jouer aussi sur une correction VM, c'est une correction qui touche au vert et au magenta. Donc ça, c'est propre à la qualité de la couleur, à la justesse d'une couleur, au niveau de teinte et saturation. Donc pareil, en général, on n'y touche pas trop sans un appareil de mesure, sinon on peut faire un peu n'importe quoi. L'appareil propose aussi de passer des échelles de gris, des mires d'échelle de gris, sur 10 mires. Ce qui est pas mal aussi, c'est un moyen aussi de faire des mesures en utilisant des mires générées par le vidéoprojecteur. Et puis on peut jouer aussi sur les composantes. Donc ça, c'est assez rare de voir ça sur un vidéoprojecteur, donc c'est assez intéressant. On revient sur le menu principal. Donc je reste dans le menu image. En dessous, on va dire les réglages les plus importants, je dirais, du vidéoprojecteur, l'interpolation d'image, un mode coupé, un mode bas, et l'interpolation est en fait réglable à 3 niveaux, bas, normal et haut. Là j'ai choisi bas, c'est mon cas d'usage le plus utilisé. La puissance lumineuse, là c'est réglé à 75%, donc on va régler au minimum par exemple. On part de 50% et on monte par palier de 5%, voilà, jusqu'à 100% en fait. Jusqu'à 75%, on va dire que le bruit ventilo du vidéoprojecteur est très contenu, et dès qu'on dépasse 80, il va se faire entendre petit à petit. Voilà, je ne pense pas qu'on l'entendra sur cette vidéo parce que le vidéoprojecteur est à 3 mètres de moi, mais il restera assez discret, même à 100% de la puissance. Voilà. Donc pareil, il faudra regarder les résultats obtenus en termes de puissance lumineuse dans le compte-rendu que nous allons publier. Et ce troisième réglage, aussi très important, c'est le contraste dynamique. En fait, c'est l'usage du laser en fonction de la scène présentée qui va soit baisser en puissance, soit augmenter. Le but, c'est de renforcer les noirs quand la scène est très peu lumineuse. Donc ça a une certaine efficacité. Là, il est réglé sur la position normale.
Un menu très important aussi, l'amélioration d'image, qui est vraiment propre à Epson. On voit ici d'ailleurs, ils ont mis à disposition 5 réglages possibles utilisateurs. Il y a aussi le moyen de le couper complètement. Donc là, par exemple, j'étais sur la mémoire 1. Si je reviens en arrière, voilà tous les paramètres que l'on peut régler. Donc il y a 2 filtres d'atténuation de bruit et un mode super résolution. Donc c'est l'algorithme de sharpness de la marque Epson que Epson utilise depuis plus de 10 ans. Ils le font évoluer dans le temps. Donc celui-là, il est sur 2 paramètres. Bah pareil, on peut vraiment ajuster le piqué de l'image grâce à ce mode-là en fonction des goûts de l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment un choix très subjectif de chacun. Toujours aussi un autre réglage, optimisation du contraste auto, qui va aussi jouer sur le rendu de netteté de l'image. Donc ça, c'est riche, il y a moyen de faire des réglages vraiment en fonction des goûts de chacun. Gamma Adaptive Sense permet, en fonction de la scène plus ou moins sombre, de déboucher les noirs, augmenter les pics lumineux. Ça peut avoir son intérêt en SDR, mais aussi surtout en HDR. Pareil, c'est un réglage qui se fait par palier de 1. Voilà. Comme le vidéoprojecteur n'est pas équipé de DTM, ça peut être, ce menu-là est assez intéressant à tester. Réglage du gamma. C'est un réglage par défaut à 0. Donc plus on augmente, plus l'image est lumineuse, donc plus le gamma est bas. Et si on met -2, l'image sera plus sombre avec un gamma élevé. Pareil, il faudra se reporter au compte-rendu que nous publierons pour avoir un peu plus de résultats. Et puis, on a toujours la possibilité de choisir un gamma personnalisé, qu'on voit sur la droite de l'écran, où en fait l'utilisateur peut régler le gamma à différentes IRE. Donc c'est assez pratique. Donc là, je vais revenir au gamma par défaut. On retrouve les classiques, un réglage de la justesse d'une couleur cette fois-ci, la teinte, la saturation, la luminosité sur les 3 composantes primaires et les 3 secondaires. Donc rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune. Donc ça, c'est la base. Ensuite, le choix de la source. L'aspect, ça c'est important pour ceux par exemple qui utilisent des lentilles anamorphiques. Il y a un mode anamorphique pour étendre verticalement l'image et la lentille l'étendre horizontalement. Donc pour les utilisateurs d'écran de toile 2.35, pourquoi pas. Sachant quand même que l'appareil a aussi une mémoire de zoom, donc les alternatives sont possibles. Je vais revenir quand même en mode automatique pour ne pas déformer l'image ici. Voilà, donc ça c'est le menu image vu grosse maille. Menu de la gestion des entrées, donc ça c'est important parce que là c'est là que vous allez voir si on est en signal HDR, SDR, si on est en pleine bande, bande limitée, etc. Donc le choix du format, typiquement bande limitée, bande complète, 16-235, 0-255. En général, le mode automatique fait son effet. L'overscan, bon, je vois pas trop l'intérêt. D'ailleurs, on peut le laisser en automatique, mais on peut, si je vous le mets à 4%, ça croppe l'image. L'avantage, c'est une sorte de zoom en fait. 8%, on croppe un peu plus. Voilà, donc on va revenir sur automatique. L'espace de couleur, pareil, il y a un mode automatique, mais on peut forcer manuellement la reconnaissance du BT709, BT2020. Et la plage dynamique, je dirais, c'est presque le plus important. Il y a un raccourci sur la télécommande d'ailleurs pour accéder à ce menu-là. C'est la reconnaissance soit d'un signal SDR, soit d'un signal HDR. En général, en automatique, ça fonctionne assez bien. Si on envoie du Dolby Vision, par contre, il faudra forcer manuellement l'HDR 10, HDR 10+. Voilà. Après, il y a des traitements d'image. Bon, j'ai toujours laissé sur fin ici parce que c'est la meilleure qualité d'image. Et pareil, des niveaux HDMI, on peut le régler par différentes entrées. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Par contre, un menu intéressant, c'est l'edit. On peut choisir forcer un edit indépendamment des 2 entrées. Par défaut, moi personnellement, j'ai toujours laissé sur 4K 120 Hz à 40 Gbps de bande passante, c'est la résolution maximum qu'accepte l'Epson LS12000. On peut lui dire d'être bridé en 18 Gbps, l'HDMI 2.0, voire 10 Gigabits. Typiquement, si on a HDMI 1.4 limité à 10 Gigabits, ça peut être intéressant. Mais j'ai pas eu le besoin pendant ces tests de devoir brider les DID, mais ça peut être utile. Voilà.
Ah oui, je suis passé un peu vite, mais on peut aussi couper la compatibilité HDR10+. Ça n'a pas trop d'intérêt, mais il faut savoir que l'appareil a eu une mise à jour qui le rend compatible à HDR10+. Donc c'est tout à fait intéressant, donc moi je l'ai laissé active. Voilà. Ici à l'installation, alors, on voit qu'en fait sur le menu de gauche, comme je vous ai montré, on a images, entrée, etc. En fait, on peut, au fur et à mesure qu'on descend ici, on fait défiler les menus sur le côté. Donc on peut très bien naviguer que sur la partie droite ou plus rapidement en passant par les chapitres sur la partie gauche. Donc ici on se retrouve avec, donc je vais revenir un petit peu en arrière, installation. Alors l'installation, bon bah c'est classique, hein, si le projecteur est retourné ou pas, à l'avant ou à l'arrière, enfin ça c'est du grand classique. Correction géométrie, pareil, personnellement j'ai pas touché. C'est si jamais on a un petit effet trapèze à corriger, et cetera. Faut mieux éviter de trop bidouiller. Un réglage intéressant que j'utilise assez souvent en utilisant la mémoire de zoom, la mémoire de masque, donc en l'occurrence ici appelée obturation. On verra l'usage que c'est très pratique en fait, parce que c'est associé aux mémoires de zoom de l'appareil, si bien que si vous utilisez une toile 2.35, vous aurez besoin de dézoomer parfois l'image pour faire rentrer une image 16/9. Donc vous aurez besoin de masquer les parties qui débordent de la toile quand vous serez en 2.35, et ça c'est vraiment pratique. Surtout que le LS12000 associe ce réglage d'obturation à la mémoire de zoom que vous utilisez. Voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est du grand classique ici, hein. Ça, c'est la gestion de l'affichage du menu, donc le fond, si vous voulez choisir la couleur de fond, les messages, comment ils sont affichés, ainsi de suite. On a un réglage d'alignement des panneaux. Si jamais vous estimez, là je l'ai coupé parce que j'en ai pas senti le besoin sur ce modèle-là, mais si vous estimez nécessaire d'ajuster les panneaux, s'il y a un problème de convergence entre les 3 panneaux RGB, voilà, vous avez accès à des réglages assez rapides, quoi. Donc pareil, c'est un classique, mais toujours utile d'avoir. Fonctionnement, pareil, la mise en veille, on a une gestion de trigger aussi, prise trigger, si jamais on veut piloter un écran, et cetera. Ce n'était pas mon cas d'utilisation, donc c'est des menus dans lesquels je n'ai pas trop fouillé. La gestion. Alors, la gestion, pareil, c'est plus lié à la sécurité. Je vais plutôt m'attarder, en fait, dans ce menu-là, outre le choix des langues, hein, les classiques, au menu information et au menu afficher état. Donc l'information, en fait, vous indique le nombre d'heures de l'appareil et les signaux entrants qui arrivent. Donc c'est-à-dire le type de signal, en l'occurrence ici, on est en RGB, à 60 images secondes, en 1080p. On voit la version du firmware, la version en fait, des outils mis à disposition dans l'appareil. Et on voit d'ailleurs qu'en dernière ligne, la version associée au Pixel Shift. Donc on peut supposer que si des mises à jour arrivent ultérieurement sur l'appareil, c'était déjà le cas, là on a installé le firmware 1.1.1, on pourrait très bien imaginer que Epson fasse évoluer le Pixel Shift et d'autres processeurs intégrés au vidéoprojecteur par des futurs firmware. Voilà, donc ça c'est un suivi des numéros de version. Dans un fichier état, c'est encore plus riche. Donc on a 4 items. On a le système qui nous indique en fait entre autres la température interne du vidéoprojecteur, très intéressant, tous les appareils ne le proposent pas. Permet de voir si on en surchauffe ou pas. Le temps d'heure de fonctionnement. Et la résolution classique, ici, donc, on retrouve les informations. Un peu des informations redondantes, mais plus ou moins riches. La version, on va retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les firmware et tout. Network, c'est toute la gestion réseau. Donc là, il n'est pas branché au réseau, mais voilà, on peut fixer une adresse IP et le brancher. Il y a une prise RJ45 à l'arrière de l'appareil. Et input signal, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est là qu'on affiche le plus d'informations liées au signal entrant dans l'appareil. Permettre de vérifier que vous recevez bien soit du 1080p, soit du HD, soit du SDR, soit du HDR. La quantification, 12 bits, si c'est du YCBCR en 444, 420, 422. Donc tout est indiqué ici. Et le type, l'avant-dernière ligne indique aussi le débit de la liaison.
Là, par exemple, on n'est pas en haute résolution, je suis à 10 gigabits de bande passante, mais dans mon contexte d'installation, j'ai pu tester en 18 gigabits. C'est assez pratique. Il y a une autre page de menu, pareil, qui informe sur tout un tas d'indications. On retrouve entre autres les DID. Ici, on était en 40 gigabits de bande passante. Et puis une troisième page encore sur tout un tas d'infos. Donc on va revenir en arrière. C'est assez riche. Personnellement, même en quelques jours, je n'ai pas fait le tour de tous les sous-menus. Je suis allé à l'essentiel. Pareil, le réseau, soit réseau filaire, soit réglage réseau sans fil. Là, on est en filaire. Bon, je l'ai pas paramétré, mais voilà. Vous avez hop. Non. On revient sur l'écran. Ici, un item concernant les mémoires. Alors, on distingue deux sortes de mémoire, en fait. La mémoire d'image, c'est-à-dire vos réglages que vous avez faits, typiquement un réglage pour le SDR, ou un réglage pour l'HDR, dans deux mémoires différentes, ou sur la même mémoire. Là, par exemple, on est sur la mémoire naturelle. On peut très bien adapter la mémoire naturelle pour le SDR, et puis plus tard refaire une modification dans cette mémoire-là, mettre de plus de puissance de laser, régler la température différemment, et la sauvegarder dans une autre mémoire qu'on va utiliser pour l'HDR. C'est très pratique, et c'est là qu'on va gérer effectivement toutes les mémoires à disposition. Donc, par exemple, si je fais sauvegarder mémoire, ici on voit déjà les trois mémoires qu'on a utilisées entre nous, les différents testeurs. Voilà, on voit que la première mémoire est utilisée en se basant sur le naturel, la deuxième qu'on a nommée nous-mêmes HDR en se basant sur la mémoire cinéma lumineux, et ainsi de suite. Donc on a 10 mémoires au total, ce qui est amplement suffisant pour couvrir tout un tas de cas d'utilisation. Et ici, c'est l'appel de la mémoire, renommée, etc. Un classique. L'autre type de mémoire, c'est la position de l'objectif. Comme je disais tout à l'heure, en fait, pareil, on peut sauvegarder ou appeler une mémoire. Là, par exemple, les trois premières ont été utilisées. Je les ai nommées 1,77 pour le 16/9, 2,35, 1,89 pour un réglage intermédiaire. Faut savoir que les deux premières mémoires, il y a un raccourci sur la télécommande pour les appeler, donc c'est très pratique. D'une touche sur l'ENS 1 de la télécommande, on va appeler la première, et l'ENS 2, on appelle la deuxième mémoire. En 20 secondes, l'objectif se remet en place et s'adapte à l'écran. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà, et puis et enfin, on a le classique menu pour tout réinitialiser et aussi mettre à jour le firmware. Voilà, donc là, le firmware, c'est le dernier en date du mois de mars, mais on sait que d'autres firmware arriveront très certainement par la suite pour améliorer certains procédés ou corriger des bugs, etc. Voilà une vue grosse maille du menu très fourni de cet Epson LS12000. Donc à bientôt pour la publication du test HCFR. Stranger to excuses, burned me once or twice, I expect them. I just wanna know what your truth is.